Le verre est dans la pomme, Luc. La liberté, malheureusement, depuis le discours de Donald Trump et bien avant peut-être, la confiance des Américains envers leur propre système électoral est lourdement affectée. On apprenait aujourd'hui là, dans un sondage Axios que plus de 50% de la population américaine, démocrate comme républicain, avait peur que lors des élections de mi-mandat, les politiciens changent les résultats, que les bulletins de vote soient maltraités, qu'il y ait de l'intimidation, qu'il y ait des billets qui ne soient pas comptés. Bref, pour la plus grande démocratie du monde, c'est pas des résultats qui sont très probants. Écoute, tu sembles avoir les chiffres sous les yeux, Francis. Moi, il y a un 67% qui m'a interpellé. Les chiffres allaient, là, ça va, et c'est inquiétant, là, quand 40% de la population craint pour un des items mentionnés pour la liste, sur la liste, c'est déjà important. Ça grimpe à 67%. L'inquiétude que les politiciens cherchent à jouer et à changer les résultats, à jouer avec les chiffres ou avec les changer. Donc, ce qui est pour moi majeur là-dedans, c'est que nous le savons, la démocratie, c'est un système qui est terriblement exigeant. C'est un système dans lequel on devrait normalement, sur une base quotidienne et pas qu'une fois aux 4 ans, s'impliquer, surveiller. Et quand on sème le doute, quand il n'y a plus de confiance, la démocratie est déjà en train de s'effriter. Si on perd confiance dans les règles du jeu puis dans l'intégrité du système, ben écoute, il est souvent déjà trop tard au moment où survient ce malaise. Donc, nous vivons, que ce soit au Canada, au Québec, encore à plus forte raison aux États-Unis, dans des démocraties qui ont des racines profondes. Ça ne pourrait être que passager comme mouvement. Mais on vit une secousse comme on en a peu vécu pour ce qui est donc de la confiance qu'on a dans nos élus, dans nos autorités, dans notre système, dans notre démocratie. À un point tel qu'il y a un penseur, un auteur, Jeffrey Tobin, qui a écrit un texte qui avance que les républicains pourraient utiliser de vieilles règles de procédure peu connues pour tenter, dans les minutes, les heures qui vont suivre l'élection, là, d'un peu changer des choses, de nommer un speaker là, pour essayer de reprendre le contrôle, surtout si plusieurs courses sont très serrées, ce qui n'est pas exclu. Est-ce que tu penses que ces craintes-là sont fondées, Luc? Écoute, c'est même devenu en quelque sorte un jeu macabre chez les démocrates. C'est comme si on se relançait à savoir qui arriverait avec la plus mauvaise idée ou le scénario le plus cauchemardesque. Ce n'est pas impossible, j'ai envie de te dire, malheureusement, ce n'est pas impossible depuis le 6 janvier 2021. Je ne sais pas si les gens se souviennent, et c'était déjà étonnant, hallucinant qu'on remercie quelqu'un pour avoir fait ça, mais quand on a manifesté le 6 janvier 2021, rappelle-toi ceux qui voulaient pendre Mike Pence. Il a dû se réfugier, on a dû le barricader. Et ce qu'on reprochait à Mike Pence, c'est simplement d'avoir fait ce que n'importe quel autre vice-président aurait fait, c'était entériner la certification des résultats de l'élection 2020. Et le scénario le plus épouvantable envisagé par Jeffrey Tobin, qui est un expert de la Constitution, là, il intervient sur des questions légales habituellement et sur le droit constitutionnel. Ce que Jeffrey Tobin relaie, donc, c'est est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'on ne va pas refuser cette fois de certifier les résultats? On avait parlé de Mike Pence comme d'un patriote parce qu'il avait certifié les résultats, même si son patron lui demandait de ne pas le faire. C'est ce que demandait Donald Trump à l'époque. On l'a peut-être déjà oublié. Et donc, ce qu'on est en train de se demander, c'est y aura-t-il chez les républicains, encore une fois, des Mike Pence, des gens qui vont vouloir qu'on certifie les résultats et qui ne vont pas tricher avec ni plus ni moins, ce qui est une convention, une tradition, puis maintenant quelque chose qui devrait revêtir un caractère légal. Donc, on en est là en 2026 et ça explique en partie pourquoi les chiffres étaient aussi désarmants tout à l'heure sur la confiance qu'on a dans l'intégrité du processus électoral. Sinon, dans un autre registre, il y a quand même eu beaucoup d'histoires ces dernières semaines. Bon, on pense rapidement au démocrate du Maine, le Graham Plattner, son remplaçant, Troy Jackson, le président lui-même, bref, des deux côtés de la ligne de démarcation politique, mais des histoires d'hommes politiques américains pour lesquels il y a des allégations là, d'inconduite sexuelle, d'agression, toutes sortes d'affaires.
Puis il y a comme une chose qui s'est un peu passée, puis c'est toi qui me mettais la puce à l'oreille. Fut un temps MeToo, là, où c'était vraiment la condamnation, puis la simple allégation menait un peu à la fin du chemin. Maintenant, on défend les candidats, on justifie, on cherche par tous les moyens à maintenir ces hommes. Ce sont majoritairement des hommes dans les positions qu'ils occupent, dans les places auxquelles ils ont accédé. Comment tu comprends un peu ce revirement très rapide là, au cours des dernières années, Luc? Deux choses dans cette nouvelle que je partageais avec toi. La première, je voulais te montrer comment le traitement peut parfois être sensationnaliste dans les médias et qu'on fait, dans ce temps-là, le jeu de la polarisation. Quand j'ai lu la nouvelle ce matin, c'était annoncé, le titre, c'était le 2 tiers des MAGA continueraient à appuyer un candidat malgré des allégations à caractère sexuel ou des allégations d'agression sexuelle. Ouais. Ça laisse entendre donc que la moralité des MAGA, des grands partisans de Donald Trump, serait douteuse ou plus volatile que celle des autres. À géométrie variable, on va dire ça comme ça. À géométrie variable. Et ce qui devient intéressant, mais en même temps inquiétant dans l'article, c'est qu'on se rend compte que si ce n'est pas que les partisans MAGA accordent moins d'importance aux agressions sexuelles, c'est qu'ils ont moins confiance dans les médias et dans les autorités qui relaient ces nouvelles. Parce qu'on dit bien dans l'article que si on démontrait le sérieux des allégations et s'il y avait condamnation, eux aussi écarteraient un candidat qui est là ou donc qui se retrouve embêté par des allégations à caractère sexuel. Et les démocrates sont aussi maintenant, entre guillemets, plus tolérants. On a plus tendance, avec le temps, à se méfier de ces accusations et on a plus tendance à jouer le jeu partisan qu'à écouter les victimes et à accorder de l'importance aux allégations elles-mêmes. Et ce glissement-là est dangereux. Il y en a qui ont dénoncé à l'époque du fameux MeToo une espèce de chasse aux sorcières, des accusations lancées sur les réseaux sociaux. C'est comme si on avait un effet rebond ou un retour finalement de flamme par rapport à ce sujet-là. Et c'est des deux côtés, démocrates et républicains. Donc, le titre était trompeur, les médias ont joué ça de manière sensationnaliste, mais il y a un véritable problème de fond qui touche, ça va au-delà de la ligne partisane, qui touche les démocrates et les républicains. Rappelons quand même que le président des États-Unis d'Amérique a été reconnu coupable au criminel dans le cas qui touche une ancienne star de la porno et il a aussi été accusé et condamné à payer une somme importante à Jean E. Carroll pour des accusations également d'ordre sexuel. Donc, ça crée peut-être un précédent. Parlant de président, il y en a un autre, lui, qui... On les appelle présidents même quand ils ne sont plus à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Donc, le président Obama, il s'est joint de manière un peu impromptue, là, en tout cas, c'est apparu dans mon fil de nouvelles ce matin, Luc, à une publicité pour le candidat Josh Turek dans la campagne en Iowa. On peut peut-être écouter là, un petit bout de la vidéo que j'ai fait sortir de YouTube, Philippe. That's what I think is going to happen. Yeah. I've seen enough. Not only did I get whooped, but you've got here a man of character, somebody who knows how to win. Now the ball's in your court, Iowa. Let's make sure that we send Josh Turek to the United States Senate. Et donc, dans une vidéo d'environ 2 minutes, on voit l'ancien président des États-Unis qui joue au basketball. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, Josh Turek, ça donne qu'il est en chaise roulante. C'est un champion paralympique de basketball et il torche le président des États-Unis au basketball alors que c'est pourtant son sport préféré si on a suivi l'affaire. Comment vois-tu ça si on revient à la sphère plus politique, Luc? Donc, déjà, le président qui endosse et qui soutient un candidat, c'est pas exceptionnel, mais est-ce qu'il va faire tous les États comme ça avec une petite vidéo YouTube amusante? Pourquoi l'Iowa? Explique-nous un peu cette vidéo dans le contexte actuel. Voilà. On sait tout d'abord pourquoi l'Iowa, c'est que les démocrates, on le sait, pour prendre le contrôle du Sénat à l'élection de mi-mandat, ont besoin de 4 sièges. On fait débarquer le poids lourd le plus populaire des démocrates, Barack Obama, en Iowa, pour appuyer un candidat dont on espère mousser les cotes ou le taux d'approbation, Josh Turek, qui est bien connu. Tu l'as dit, c'est un athlète paralympique. Il a gagné, il a été médaillé aux Jeux olympiques. C'est quelqu'un qui se présente chez les démocrates, qui a déjà fait de la politique au niveau de la Chambre des représentants. Et là, il vise le Sénat. L'Iowa, pour Barack Obama, j'ai envie de te dire, c'est là où tout a commencé.
personne ne le voyait en 2008 dans la course, Barack Obama. On voyait Hillary Clinton, on voyait John Edwards. Et finalement, Obama est arrivé à peu près de nulle part, sorti du champ gauche. On parle moins de basket, mais de baseball. Et il va arriver donc sur la scène nationale, puis on connaît la suite. Affronter, John Edwards va débarquer alors qu'on le voyait, lui, jusqu'à la fin. Et Hillary Clinton va être coiffée au final après une campagne d'anthologie particulièrement dure entre Clinton et Obama. Et Obama le souligne dans la vidéo dont vous avez présenté un extrait. Donc, il dit, pour moi, l'Iowa, ça va toujours rester mon plus beau souvenir politique. Et je viens appuyer quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a surmonté l'adversité, quelqu'un qui est de l'Iowa. Et ce que j'aime là-dedans, c'est, ça semble être une conversation tout à fait décontractée, plus près des gens, mais il n'y a, si on écoute les 2 minutes, aucune agressivité. On n'est pas encore le Hope and Change de 2008, la campagne, la fameuse campagne d'Obama, mais le ton est très différent de ce qu'on voit dans les campagnes électorales dans les deux camps, chez les démocrates et chez les républicains. La politique, c'est un sport extrême aux États-Unis, on le sait, et c'était le cas avant que Donald Trump n'entre en scène. Et cette vidéo-là peut être, pour quelqu'un qui connaît peut-être un peu moins le portrait, apaisante. C'est très, très convivial. Et effectivement, Obama, qui adore le basket, qui suit ça, ils échangent d'ailleurs sur leur héros de basket préféré, tous les deux. Ils font la liste des plus grands joueurs. Voilà. Jordan. c'est quand même Mais drôle. Il n'y a donc là-dedans aucune prétention, aucune violence, un message rassembleur, puis 2 types qui jouent au basket, qui est un des grands sports aux États-Unis, là, après le baseball et le football. Donc, ça marque au plan politique, je pense, un changement et un virage. On y va de façon modérée et je n'ai pas entendu d'attaque là-dedans, que du positif et que les préoccupations, entre guillemets, de l'Américain moyen ou de l'électeur moyen. Et en passant, je souligne que Turek est un modéré. En Iowa, dépendamment de la circonscription, surtout, c'est souvent un passage obligé. Mais on a un démocrate modéré et la discussion, le caractère convivial, la relation qu'il y a entre les deux hommes, ça envoie un message qui tranche diamétralement avec ce qu'on lit, on entend dans les médias, ce qu'on entend dans les pubs des 2 grandes formations politiques. Tout à fait. D'ailleurs, bon, je le disais, Turek est à mobilité réduite, il est en chaise roulante, puis je me posais la question, et il nous reste 15 secondes, Luc, là, fait que ne pars pas dans une longue tirade, mais je me demandais, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Puis je veux pas, l'idée étant pas de dire que les personnes à mobilité réduite ont moins de droits ou de chances dans la vie, mais du point de vue du grand public en Iowa, excuse-moi, est-ce que ça joue en sa faveur ou en sa défaveur, selon toi? Est-ce que ça pourrait lui nuire, par exemple? Dans son cas, à lui, c'est l'image complète du bonhomme. On a quelqu'un de modéré, on a un champion, on a quelqu'un qui a surmonté l'adversité et qui joue au basketball en fauteuil roulant. Si tu prends l'ensemble des qualités du personnage, je pense que ça joue en sa faveur. Très bien. Et je dois t'avouer, moi, j'adore le basket. Je joue régulièrement seul ou un peu avec mes enfants, mais faire un 3 points en chaise roulante, là, je t'avoue, je suis convaincu que je suis même pas capable de faire ça. Et donc, de voir cet homme qui bat le président des États-Unis, je t'avoue, le tir que Turek fait du coin complètement du gymnase directement dans le panier. Vous aimez pas la politique, ne regardez que pour les lancers de Turek. C'est un bon match de basket. Luc La Liberté, merci. On se retrouve demain. Une bonne fête.